Alors on va reprendre le cours là où on s'était arrêté, c'est-à-dire la recherche du zéro d'une fonction par dichotomie. On avait écrit un petit programme, on avait essayé de déterminer l'algorithme qui permettait de faire ça sur un petit exemple en présentation, et dans cet algorithme, on commençait par regarder en fait quelle était la valeur de la fonction en A et en B, vérifier qu'ils étaient deux signes contraires. Si elle n'est pas de signe contraire, on renvoie une erreur. Sinon, on peut continuer et on va continuer tant que l'intervalle n'a pas encore la taille qui nous intéresse. On va diminuer l'intervalle à chaque fois d'un facteur 2 en regardant si la valeur au milieu de la fonction est du même signe que la valeur à gauche. À ce moment-là, ça veut dire que on n'est pas dans le bon intervalle, il faut regarder du côté droit. Et au contraire, si c'est du même signe que du côté droit, à ce moment-là, ça veut dire que il faut regarder du côté gauche, donc ramener le côté droit au milieu. Donc ça, c'était notre algorithme. On peut revoir l'évolution quand on applique cet algorithme sur un exemple, et vous voyez sur cet exemple qu'en fait on va rapprocher, on va diminuer la taille de l'intervalle au fur et à mesure jusqu'à obtenir la précision voulue, et ce faisant on est sûr d'avoir trouvé un zéro, mais pas tous les zéros, on est juste sûr d'avoir un seul zéro. Alors je vous avais demandé de réfléchir à l'invariant qui permettait de démontrer ça, et donc on va essayer de faire la preuve par invariant de boucle de cet algorithme de dichotomie qu'on va appeler dichotomie horizontale, puisque notre condition d'arrêt va être sur la largeur. La dichotomie horizontale est beaucoup plus facile à démontrer que la dichotomie verticale, mais on regardera aussi comment est-ce qu'on peut écrire cette histoire de dichotomie verticale. Alors pour démontrer cet algorithme en utilisant la méthode de l'invariant de boucle, on a besoin d'une propriété qui soit une candidate pour être un invariant de boucle. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est que notre propriété ne va pas être tout de suite ou directement reliée au niveau de la correction, pouvoir conclure que le 0 est bien dans l'intervalle voulu. Donc on va essayer de jouer systématiquement sur en fait le signe de l'intervalle, le signe de la fonction, des valeurs de la fonction aux bornes de l'intervalle. Donc notre propriété, on va dire que c'est à l'étape I, on a que la fonction appliquée en AI multipliée par la fonction appliquée en BI est forcément strictement négatif. C'est-à-dire qu'on a un signe différent entre AI, f de AI et f de BI. Et on verra que grâce à ça, à la fin, dans la correction, on va pouvoir en déduire que forcément, il y a un zéro dans l'intervalle. On n'a pas besoin de l'avoir avant, on a juste besoin de cette propriété-là. Et les propriétés de la fonction, la continuité en particulier, vont nous permettre d'en déduire que dans l'intervalle voulu, à la fin, on aura bien un zéro, une racine qui sera présente. Donc pour démontrer ça, on commence par démontrer que notre propriété est effectivement invariante de boucle. Et pour qu'elle soit effectivement invariante de boucle, on va commencer par l'initialisation. Il nous faut du coup que pour le A et le B qui sont fournis par l'utilisateur, ça soit correct. Donc on regarde avant la première boucle. Ça veut dire qu'on est sur l'intervalle A, B fourni par l'utilisateur, et donc on a A0 qui vaut le A de l'utilisateur et B0 qui vaut le B de l'utilisateur. On a fait une vérification qui est de dire que si f de A fois f de B est positif, on a une erreur. Le programme envoie une erreur. Ce qui est finalement ce qu'on veut qu'il renvoie si jamais on ne peut pas être certain qu'il y a un zéro là-dedans. Et en fait, on a besoin de cette différence de signe pour être absolument certain que par théorème des valeurs intermédiaires, comme la fonction est continue, il y a une racine sur cet intervalle AB. Donc, si f de A fois f de B est positif, alors on renvoie une erreur, positif ou nul. D'ailleurs, puisque si jamais l'un des deux est déjà nul, c'est pas la peine pour l'utilisateur de chercher un zéro, il en a déjà un sous la main. Et donc on démarrera, si on démarre la boucle, on démarre bien avec f de A fois f de B strictement négatif. Ça veut dire que la propriété au rang 0 est bien vérifié. On va noter P de I, c'est cette propriété-là. À l'étape I, hop,
on a ce produit qui est négatif. Donc au rang 0, c'est bon. On va passer à l'hérédité et on va analyser le code informatique qui nous est fourni. Donc au niveau de l'hérédité, on a premier cas, donc on suppose P de I vrai, ça veut dire que f de AI fois f de BI est négatif, strictement. Et on va voir ce qu'on peut en déduire. Si f de M fois f de AI, donc c'est MI, ou MI, c'est AI plus BI sur 2, c'est-à-dire le milieu de l'intervalle. Donc si ce produit-là est positif, parce que dans le code on a mis que c'était positif, ça veut dire que strictement positif, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne sont nuls, et ça veut dire du coup que f de BI et f de M sont de signes opposés. Puisque f de BI et f de AI sont de signes opposés, et f de AI et f de M ont le même signe. Donc si on pose AI plus 1 qui vaut M, et puis BI plus 1, en fait, il ne change pas, il est égal à BI, on a bien que f de AI plus 1 fois f de BI plus 1 va être strictement négatif. Donc en faisant ce petit changement, en modifiant la position de A, si jamais le signe de f de A et celui de f de M sont les mêmes, ça m'assure que j'ai toujours entre le nouveau AI et le nouveau BI, qui va être légèrement décalé, enfin qui va être le même, mais c'est le AI qui se décale au milieu, vous avez un signe qui va être différent. Donc ça marche pour P de I plus 1 qui est vrai. Maintenant, deuxième cas, sinon, si f de MI fois f de BI est positif, pour la même raison, ça veut dire que ni l'un ni l'autre ne sont nuls, donc en l'occurrence f de MI n'est pas nul, ça veut dire que f de AI et f de M sont de signes opposés, puisque f de MI, donc là aussi il y avait un petit qui se balade, f de MI est du même signe que f de BI, que par hypothèse f de AI est de signe contraire à f de BI, donc f de AI est de signe contraire de f de MI, donc le produit des deux va être négatif. Donc on a bien, si on pose que AI plus 1 il reste égal à AI, et que BI plus 1 maintenant c'est M, donc vous avez vos deux valeurs, vous prenez au milieu et donc vous vous déplacez vers le milieu, donc c'est l'extrémité droite qui va se déplacer vers le milieu, ça vous donne automatiquement que on a bien f de AI plus 1 qui est f de AI, multiplié par f de BI plus 1, qui est f de MI, qui sont négatifs étant donné que les deux sont de signes opposés. Donc, BI plus 1 est vrai. Sinon, ça veut dire que automatiquement f de MI est égal à 0. Là, à ce moment-là, on fait une coupure dans notre raisonnement. On a trouvé une racine. Donc on s'arrête là. C'est pas la peine de s'amuser en disant ah mon invariant il est pas bon si jamais j'ai trouvé une racine. Ouais, mais vous avez trouvé une racine, c'était votre but. Donc on s'arrête là.
Et puis on est content, on court-circuite le système. Donc l'invariant, soit il est juste après la boucle, soit la boucle s'arrête et vous avez déjà le bon résultat et vous avez un résultat qui est correct. On a même retrouvé une racine exacte. C'est très peu probable que vous tombiez dessus sur des fonctions normales en pratique, mais bon, on sait jamais si jamais ça se passe. Donc on vient de démontrer que notre candidat à l'invariance de boucle est effectivement invariante de boucle. Alors, pour la terminaison, est-ce que ma boucle while va se terminer? Alors là, la terminaison, vous n'avez pas besoin de l'invariant de boucle. Alors, la seule chose qu'il faut remarquer, c'est qu'à chaque tour de boucle, l'intervalle est divisé par 2. Donc je prends soit la partie droite, soit la partie gauche, mais je prends la moitié de l'intervalle. Ce qui veut dire que la valeur absolue de BI moins AI, c'est égal à B moins A en valeur absolue divisé par 2 puissance I. Et donc il existe un N appartenant à N tel que Bn moins An, qui du coup est égal à B moins A, qui est fixé, divisé par 2 puissance N, qui peut devenir aussi grand que je veux, soit inférieur à la précision, donc ce que j'ai appelé epsilon, et donc pour ce N là, on va s'arrêter au niveau de la boucle. Donc la boucle while s'arrête. Arrêt de la boucle. Ça veut dire que l'algorithme termine. Donc la terminaison, c'est bon, ça marche. L'initialisation, ça marche. L'hérédité fonctionne, sauf si je trouve un 0, mais auquel cas j'ai fini. Et la terminaison, bah, ça finit bien par s'arrêter, parce que il y a un moment où, à force de diviser par 2, ça finit par marcher. Alors il y a quand même une limite, c'est que votre précision, vous pouvez pas demander une précision qui est inférieure à la précision maximale des flottants. Donc, de toute façon, à partir du moment où vous allez demander ce epsilon qui est trop petit, ça ne fonctionnera plus. Mais mis à part ça, qui est un problème technique, vous allez avoir effectivement une terminaison. Donc l'algorithme se termine. Il me reste à avoir la correction. En quoi est-ce que mon invariant me permet d'affirmer qu'effectivement j'ai trouvé un 0 dans l'intervalle considéré avec la précision voulue? Ben, pour la correction, on a à la sortie de la dernière boucle, qu'est-ce qu'on a? Donc la dernière boucle, ça veut dire la numéro n. On a plusieurs choses. On a du fait de l'invariant, on a P de n qui est vrai, en supposant qu'on soit arrivé jusqu'ici sans avoir... donc on va peut-être le mettre comme ça. Soit on est sorti en trouvant une racine directement. Donc c'est bon, pas la peine d'aller plus loin. Donc non seulement ça c'est fini, mais en plus ça c'est fini en renvoyant la racine, et c'est une racine exacte. Là c'est nirvana. Soit on a que P de n est vrai, donc vous avez que f de an et f de bn sont de signes contraires. Et par théorème des valeurs intermédiaires, par les théorèmes des valeurs intermédiaires, comme f est continu par hypothèse, ça c'est le problème
de votre utilisateur. Si vous donnez une fonction discontinue, c'est son problème. Alors à noter que c'est quand même applicable sur une fonction discontinue, d'ailleurs on va le faire en TP à un moment. Si vous avez une fonction en escalier qui est strictement monotone, vous pouvez essayer de trouver la dichotomie pour trouver par exemple les cassures dans l'escalier. C'est tout à fait faisable. Mais il faut faire un tout petit peu attention. Mais là, on a supposé une autre fonction gentiment continue, donc par théorème des valeurs intermédiaires, comme f est continue, il existe, c'est les maths qui nous disent ça, il existe une racine dans l'intervalle AN BN qui est de taille, puisqu'on est sorti à niveau de la terminaison strictement inférieure à epsilon. Donc si on prend le milieu, on sait que la racine, ça va être égal au milieu plus ou moins epsilon sur 2. Donc on a notre précision, et comme on renvoie ce m, on est bien certain qu'il s'agit d'une racine à plus ou moins epsilon sur 2. Donc ça nous permet de démontrer la dichotomie. Et en plus, on peut même avoir une estimation de la complexité de votre opération. Donc complexité. Alors, si l'appel AF est une opération élémentaire, c'est-à-dire que ça coûte rien de faire un appel à f, quand vous regardez le code à l'intérieur de la boucle, vous avez deux, trois vérifications de conditions, avec à chaque fois calcul de la valeur de f, mais avec un nombre fini de fois ce calcul. Et donc, si l'appel est effectivement élémentaire, le nombre d'étapes, ça va être le nombre de fois on fait la boucle multiplié par un nombre fini d'étapes. Donc, on s'intéresse au nombre de fois de la boucle. Et vous allez avoir un grand taux du nombre de fois où vous allez faire la boucle. Et donc pour avoir ce nombre de fois où vous allez faire la boucle, il faut trouver que vous avez la valeur absolue de b-a sur 2 puissance n qui est inférieure à epsilon. Et donc vous avez que b-a sur epsilon va être inférieur à 2 puissance n. Donc si je passe au log, j'ai ln de b-a sur epsilon qui est inférieur à n ln de 2. Et donc vous voyez que on a un grand taux de ln de la taille initiale divisé par la précision que vous voulez. Donc si vous voulez un intervalle qui est 100 fois plus petit, ça va être ln de 100. Si vous voulez un intervalle qui est 1000 fois plus petit, ça va être ln de 1000, etc. Donc vous avez une complexité logarithmique. Complexité logarithmique en le rapport qui est la taille de l'intervalle divisé par la précision voulue. Donc plus vous voulez réduire la taille de votre intervalle, plus il va falloir d'application de la dichotomie, mais ça n'évolue qu'en log de ça. Donc quand vous voulez gagner un facteur 10 dans la taille de l'intervalle, ça va vous faire un facteur bien moins de 10 dans la complexité globale. Ok, donc ça nous permet d'avoir une première étape pour notre dichotomie. Et on va essayer de voir en remarque. Donc ça c'était la dichotomie horizontale. On peut faire une dichotomie qui va être une dichotomie verticale selon ce qui vous intéresse. Donc là, ce qui m'intéressait, c'est de savoir la position du 0 avec une bonne précision. Mais moi, finalement, je m'en fiche peut-être de savoir exactement où se trouve le 0. Ce que je veux, c'est que l'application de ma fonction me donne quelque chose qui soit très proche de 0 à une certaine précision près. Donc regardez voir ce que je peux changer dans mon programme. Donc j'ai toujours besoin de ma fonction f, des bornes et du epsilon
qu'on met par exemple par défaut à 10-6. Alors sauf que ce epsilon, cette fois-ci, ça va être un epsilon vertical. Donc si je prends ma première, le début de ma fonction, alors il y aura la vérification du signe, donc je passe sur cette vérification de signe, mais en revanche, je vais avoir besoin de calculer directement A plus B sur 2. Donc je fais confiance à l'utilisateur pour m'avoir donné un truc qui a un intervalle avec des signes qui sont différents de chaque côté. Ça me permet juste d'écrire un tout petit peu plus vite. Mais bon, je m'appuie sur l'utilisateur, ce qui peut être une erreur. Donc cette fois-ci, au lieu de dire que j'ai une condition sur l'intervalle, moi ce que je veux, c'est que j'ai avoir une condition sur la valeur de la fonction. Je veux être suffisamment proche de 0. Donc je vais dire, tant que la valeur absolue de f de m est supérieure au epsilon qui m'intéresse, donc tant que je ne suis pas suffisamment proche de 0, je continue à chercher. Pour continuer à chercher, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? De nouveau, il va falloir que je regarde les histoires de signes. Donc, si jamais, alors on va garder, si f de a fois f de m est positif, ça veut dire qu'ils sont de même signe, ça veut dire que je suis du mauvais côté de l'intervalle, il faut que je regarde de l'autre côté, et donc il faut que je déplace a sur m. Donc je dis que a devient m. Sinon, ça veut dire que c'est f de b fois f de m qui est positif, et donc c'est b qui je dois modifier. Une fois que j'ai modifié ça, on continue encore un tout petit peu, une fois que j'ai modifié ça, il faut que je redonne ma valeur de m, donc a plus b sur 2, avec le nouveau a ou le nouveau b, et une fois que j'ai été suffisamment content avec ce truc-là, c'est je continue et je vais renvoyer la valeur de m. Alors normalement, quand vous voyez ce truc-là, la première question à vous poser, c'est tiens, pourquoi est-ce que j'avais besoin d'un elif tout à l'heure, alors que ici c'est pas le cas? Ici c'est pas le cas, tout simplement parce qu'au moment où vous rentrez dans la boucle, ici vous vérifiez si votre f de m est pas suffisamment proche de 0. Ça veut dire que si vous rentrez dans la boucle, votre f de m n'est pas nul. Et s'il n'est pas nul, c'est pas la peine de faire le dernier else qui correspondait au cas où le f de m était nul. Comme il n'est pas nul, ça c'est une propriété qui se transmet au suivant, puisque à chaque fois, soit a devient m, soit b devient m. Et à ce moment-là, vous êtes certain que ni l'un ni l'autre ne sont jamais nuls, puisque au départ, vous avez fait la vérification, vous avez demandé à votre utilisateur de certifier que f de a et f de b étaient non nuls. Donc, on va se retrouver avec ça. Alors vous pouvez essayer de prouver avec l'invariante de la même manière. La seule chose là-dedans, c'est que il va falloir un argument mathématique pour la terminaison, en disant que si on se rapproche d'un point, il y a par continuité, par le caractère borné de votre fonction, normalement, vous allez obtenir forcément un moment où votre f de m va se rapprocher de 0. Donc ça, c'est des arguments de continuité un tout petit peu plus pénibles à faire, donc l'invariant n'est pas aussi simple à écrire, mais c'est pareil. Et là, vous allez utiliser cette méthode quand, si jamais vous avez une fonction qui est comme ça. Vous, ce qui vous intéresse, par exemple, si vous avez une fonction qui va faire ça, là, pour trouver le 0, la meilleure méthode, ça va être plutôt une dichotomie horizontale, parce que ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un intervalle ici. Or là, si je commence sur un grand intervalle, ça va pas donc moins epsilon. Vous voyez que moins epsilon, il va être comme ça. Ça va être la largeur epsilon ici qui va m'intéresser. Si au contraire vous avez une fonction qui a plutôt tendance à avoir un comportement très vif, là, si vous prenez le même epsilon que tout à l'heure, autour de votre 0,
Le problème, c'est que votre milieu, il peut être techniquement assez éloigné de 0. C'est-à-dire, si votre milieu il est ici, votre f de m il est relativement loin du 0, alors même que vous avez réussi à avoir une précision horizontale qui est tout à fait honorable. Et donc, on va plutôt préférer regarder un epsilon comme ça, c'est-à-dire regarder l'écart de f de m à 0, et là ça va automatiquement vous trouver un m qui va être beaucoup plus proche de l'endroit qui vous arrange. Alors si je prends ça avec ce même epsilon horizontal, on va le faire un tout petit peu plus haut, hop, si je prends le même epsilon horizontal que j'ai en dessous, donc ça c'est mon epsilon correspondant pour ma dichotomie verticale, vous voyez que le m il peut être relativement éloigné de la position effective de la racine. Pour autant, le f de m sera relativement proche de 0. Donc tout dépend en fait ce que l'utilisateur veut comme résultat. Est-ce que vous voulez lui garantir qu'il y a une racine à plus ou moins delta x autour d'un x donné, ou est-ce que vous voulez vous garantir que l'image de la valeur renvoyée vaut 0 à plus ou moins delta fx, donc selon la verticale. Donc ça, le choix de l'algorithme dichotomique va dépendre de l'application. Si vous avez une application avec quelque chose de plutôt plat, on va plutôt utiliser une dichotomie horizontale, ça coûte pas tellement plus cher, on sera beaucoup plus proche du 0. Alors que si vous avez quelque chose de plutôt pentu lors du passage par 0, on va plutôt utiliser la dichotomie verticale. Ça nous permettra d'avoir une valeur de f de m qui est beaucoup plus proche de 0, et puis peut-être dans l'application que vous voulez en faire, ça marchera beaucoup mieux.